Bonjour à tout le monde, bonjour aux participants, bienvenue à Guillaume, bienvenue à Alia qui sont dans les coulisses là, de cette conférence. Je voulais juste dire vraiment 3 mots pour introduire cette conférence qui est donc organisée dans le cadre de la formation POCA et pour dire combien il est important pour nous que nos sujets, nos préoccupations, nos sujets de recherche, nos sujets d'investigation soient partagés avec une communauté beaucoup plus large que simplement celle de nos étudiants et étudiantes. Et c'est dans ce cadre que la réflexion sur la matière, qui fait partie des 4 piliers de notre travail à POCA, avec le climat, l'énergie et la biodiversité, est évidemment un sujet extrêmement important parce que, comme tous les autres, il impacte la biosphère et il impacte nos vies et notre futur. Donc, je vais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alia, qui connaît Guillaume beaucoup mieux que moi, pour qu'elle fasse une présentation digne de son parcours et de ce qu'il va nous apporter. Alia, vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon, ça marche? Oui. Oui, super. Merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté cette invitation. Donc, je vais faire une brève présentation de ton parcours avant que tu commences cette conférence. Merci aux étudiants qui sont venus nombreux en plus du POCA. Alors, Guillaume Habert est ingénieur des matériaux, professeur et il est également directeur de la chaire de construction durable de l'ETH de Zurich. Après des études de biologie et de géologie, Guillaume Habert a obtenu son diplôme en 1999 à l'École normale supérieure de Paris, avec une spécialisation en terre, atmosphère et océan. Ensuite, il a continué avec un doctorat en géologie structurale à Toulouse et il a également pu utiliser ses connaissances après ce doctorat en minéralogie des roches naturelles pour explorer les argiles et aussi les pouzzolanes et comprendre comment elles pouvaient être utilisées comme substitut au ciment. Ce travail a été financé par le CNRS, également Lafarge, et lui a permis de faire un postdoctorat au Brésil, à l'Université fédérale de Paraíba. Au Brésil, elle a étudié comment les déchets de l'industrie céramique pouvaient être utilisés comme matériaux pouzzolaniques pour encore améliorer la résistance mécanique à l'eau des adobes. Adobes, briques de terre crue séchées au soleil. De 2007 à 2012, Guillaume a mené des recherches au sein du laboratoire des ponts et chaussées à Paris. Il a continué donc son travail sur le béton et les ciments durables et donc ça l'a mené à s'intéresser à l'évaluation environnementale des matériaux de construction et aussi au développement de nouveaux liants tels que les géopolymères. En 2012, depuis 2012, il dirige la chaire de construction durable de l'École polytechnique de Zurich qui a été créée la même année. Cette chaire réunit des scientifiques, des ingénieurs, des architectes qui ont tous ensemble l'objectif d'ancrer la durabilité dans toutes les disciplines impliquées dans l'environnement bâti. Elle a pour mission d'identifier les paramètres pertinents qui influencent les impacts environnementaux des bâtiments au niveau international, national, régional, mais aussi également afin de mettre en œuvre des pratiques durables adaptées à chaque acteur de la construction. Ça implique des travaux indisciplinaires qui traitent entre autres d'analyse de cycle de vie, de métabolisme urbain et de sciences des matériaux. Parmi les matériaux à faible impact carbone, la chaire se focalise principalement sur les matériaux géosourcés, comme la terre crue et le ciment. Et ils travaillent, par exemple, actuellement, une de leurs recherches est axée autour de la terre coulée sans ciment. Et ils s'intéressent également aux conséquences socio-économiques de l'utilisation de ces matériaux. Depuis 2020, la chaire a créé le premier Certificate in Advanced Studies in Regenerative Materials, qui réunit 15 professionnels internationaux. C'est une formation intensive de 5 semaines répartie sur 5 mois sur la mise en œuvre de matériaux biosourcés, géosourcés, ainsi que de matériaux issus du réemploi, vraiment de l'extraction des ressources au chantier de construction, à l'exploitation jusqu'à la fin de vie des matériaux. Enfin, la chaire a également pour mission de diffuser ses savoirs
grâce à ce CAS, mais aussi auprès de décideurs publics à travers des tribunes, des lettres d'opinion, des rapports et des séminaires. Bienvenue Guillaume et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très longue et très flatteuse introduction. Merci beaucoup, Alia. Et merci, et je dois dire aussi que du coup, Alia fait partie de la première session de notre CS Regenerative Materials. Et effectivement, c'est prévu sur 5 mois, mais l'année dernière, on a dû affronter la première épidémie mondiale. Cette année, ça recommence aussi, mais effectivement aussi, on risque de faire un peu plus que 5 mois aussi également. Enfin bon, bref. Donc, je commence direct. Alors, hop, il faut que je partage mon écran. Normalement, est-ce que comme ça, vous voyez le titre à peu près? Oui, on voit très bien. Ok, super. Donc voilà, bonjour à tous et toutes. Je suis donc très heureux de l'invitation du POCA parce que je dois dire que donc en gros j'ai quitté Paris en 2012, je pense au moment plus ou moins où cette formation a commencé. J'avais toujours regardé avec beaucoup d'intérêt le programme et le positionnement de cette formation. Et donc, je suis très, très heureux de pouvoir participer, d'avoir l'occasion un peu de discuter avec vous. Et effectivement, je pense qu'au moment où ça a été créé, l'idée d'une formation post-carbone paraissait un peu pionnière et assez originale, alors que je pense que maintenant, c'est presque l'évidence. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de formations comme ça avant. Donc, je voudrais vous parler donc alors, le titre « Bâtiment neutre en carbone ». Au début, j'avais marqué neutre en carbone. Maintenant, je mets neutre pour le climat. Je ne sais pas trop, on pourra discuter de la différence si vous voulez. Ici et maintenant, en tout cas. Alors, peut-être pour commencer, parce que le ici et maintenant, je dirais, fait référence évidemment à Fatboy Slim et aussi à Greta Thunberg. Et je vais essayer de vous faire partager pourquoi, parce que je pense que leur message est hyper clair et peut-être qu'ils expliquent mieux que moi ce qui se passe. J'espère que vous entendez. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. Vous entendez? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Right here, right now is where we draw the line. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je pense que je vais peut-être m'arrêter parce qu'après, sinon, on va danser toute la matinée. Mais en tout cas, ce qui est très clair, en tout cas pour moi, c'est cette idée d'ici et maintenant. Et l'idée de dire, alors j'ai fait les slides en anglais, je m'excuse par avance, j'espère que c'est compréhensible pour vous. Donc voilà, de dire qu'il y a une urgence climatique absolue, ce qui veut dire pour la construction, et je pense que c'est ça, pour moi, le message clé, c'est de dire on ne peut pas attendre et du coup, il faut faire absolument maintenant, et on va discuter de combien, mais il faut diminuer drastiquement les émissions et les diminuer maintenant. Ce qui, d'un certain point de vue, et je pense que c'est le deuxième point clé sur lequel je voudrais accentuer, c'est-à-dire, c'est l'idée de dire que si on doit le faire maintenant, il faut le faire avec ce qu'on a, en gros. C'est-à-dire que les superbes technologies et les superbes innovations qu'on pourrait peut-être arriver, qui sont dans les labos, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas utiles, elles sont fondamentales, mais elles seront utiles dans 20 ans.
Et si on doit réduire les émissions maintenant, ça veut dire qu'il faut le faire avec les technologies qu'on a maintenant et qui marchent, et les matériaux qu'on a maintenant et qui marchent aussi. Parce que, voilà, en gros, on peut pas attendre la solution magique qui nous sauvera tous. Juste peut-être pour préciser un tout petit peu l'urgence climatique, il y a un point qui me paraît fondamental, je ne sais pas si c'est familier pour vous, mais c'est l'idée de point de bascule, de tipping point. Je pense que c'est fondamental parce qu'on parle tout le temps de changement climatique, on ne se rend pas compte vraiment de ce que ça veut dire. En tout cas, moi, j'ai réalisé ça assez récemment. Ces idées de point de bascule, pour moi, l'exemple le plus simple, c'est la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, vous savez qu'on coupe la forêt amazonienne, ce n'est pas bien de couper la forêt amazonienne. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, la forêt, elle fonctionne comme un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a une énorme quantité d'arbres qui, globalement, pompent de l'eau et puis l'eau s'évapore, du coup, qui crée des nuages au-dessus de la forêt. Ces nuages, à cause des vents, sont poussés sur les Andes et en montant en altitude, font de la pluie et du coup, il pleut. Et vu qu'il pleut, ça maintient un climat tropical au sein de la forêt amazonienne qui permet du coup de maintenir la forêt. Si je coupe la forêt, ce qui se passe fondamentalement, c'est que je vais réduire cette évaporation. Et du coup, il y a un moment où, en fait, il n'y aura plus assez d'arbres sur la forêt pour créer ce climat. Il y aura, donc, l'évaporation ne sera plus assez forte, il n'y aura plus assez de pluie, et du coup, je vais transformer la forêt en savane. Ce n'est pas au moment où il n'y a plus de forêt qu'il va y avoir la savane. C'est bien avant. Et c'est ça, ce moment de point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a un moment, qui est à peu près maintenant, où, en gros, on aura trop coupé la forêt, de manière à ce que même si après on arrête, en disant maintenant on met des lois environnementales très très contraignantes qui fait qu'on va arrêter de couper la forêt, et ben en fait la forêt va quand même disparaître parce qu'on l'aura trop coupée. Et c'est la même chose pour plein d'autres systèmes, pour le permafrost, le sol gelé dans l'Antarctique. Si le climat est trop fort, si le climat est trop chaud, le sol va geler, et du coup, même si j'arrête d'émettre du CO2, le sol va continuer à dégeler, à émettre du CO2, etc. etc. Donc, en gros, j'ai des boucles de cercles vicieux, en gros, qui s'auto-entretiennent et qui font que même si l'homme s'arrête d'émettre ses émissions, on va quand même continuer vers un climat très chaud. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument agir maintenant. Ça, c'est une autre image que je trouve assez illustrative, qui était de Stephen, qui est en 2019, mais qui montre donc au cours du temps, et donc comme Alia le disait, je suis géologue, donc au cours du temps, ça c'est les temps géologiques, mais assez récents, le fait que le climat de la Terre, vous imaginez la Terre comme une petite bille dans un skatepark, le climat oscille entre des climats un peu plus chauds, un peu plus froids, et voilà. Ce qui se passe récemment avec l'activité humaine, avec l'arrivée de l'Anthropocène, c'est qu'on est sorti de cette zone de confort, en gros, ou d'équilibre, et on a poussé la Terre vers un nouvel équilibre. Et il y a un moment, qui est du coup ce tipping point, typiquement, ce point de bascule où, en fait, si par hasard on le dépasse, et c'est de l'ordre de 1,5 ou 2 degrés, c'est pour ça qu'on retrouve les objectifs du groupe intergouvernemental pour le changement climatique, pour l'étude du changement climatique. Et on passe et on va arriver dans un climat très très chaud, qui s'appelle la Terre chaude, qui est à plus 4, plus 8, et il est très chaud et très stable. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai dépassé ça, on va tomber là, et quoi qu'on fasse, même si on agit, on ne reviendra pas. Même si on repompe le CO2, etc., on ne reviendra pas parce qu'en fait, c'est beaucoup trop tard. Voilà. Et d'où l'objectif de dire qu'il faut absolument agir maintenant. Et donc, le maintenant, le groupe, le GIEC, en gros, pour avoir un chiffre, le plus sûr, c'est ça. Le plus sûr, c'est réduction de 50% les 10 prochaines années, donc en 2030, enfin les 9 prochaines années, et arriver à net zéro en 2040. Et si je ne fais pas ça, ça veut dire qu'il va falloir que je repompe de façon massive du CO2 avant 2100. Et si je ne le fais pas, à ce moment-là, je tombe dans ce fameux puits stable et super chaud.
Ce qui est intéressant, peut-être, bon, on est tous en ligne et en tout cas, moi, je commence à en avoir profondément marre, mais il y a un point positif, on va dire, de cette catastrophe climatique, c'est catastrophe pandémique du Covid, de la Covid, c'est qu'il y a eu des réductions des émissions de CO2. Les estimations sont de l'ordre de 5% des émissions, ce qui n'est pas grand-chose, je dirais, si on compare par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, c'est exactement les objectifs que le GIEC a fixés. C'est-à-dire que 5%, c'est ce qu'il fallait faire en 2020. En 2021, il faut refaire encore 5% parce qu'il faut diminuer de 10%, etc., pour arriver en 2030 à 50%, en 2040 à 100%. Donc, en gros, on est sur la bonne trajectoire. Par contre, ou alors on va atteindre le bon objectif, notre objectif. Par contre, la façon dont on l'atteint, le trajet, la trajectoire, comme on dit, et en tout cas pour ma part, absolument pas du tout idéal d'un point de vue social et économique, je dirais. Donc, en gros, et je pense que c'est aussi ça sur lequel il faut réfléchir, c'est de se dire l'objectif final n'est pas négociable. L'objectif final, c'est en 20 ans, comment je suis net zéro. Par contre, la façon dont j'obtiens cet objectif final, il est absolument fondamental de le discuter et on doit avoir quelque chose qui est agréable, qui est socialement acceptable, qui est même socialement enthousiasmant, parce qu'il faut qu'on transforme toute la société. Et pour ça, il faut avoir un certain futur. Ou alors, en tout cas, imaginer à quoi peut ressembler ce futur. Et je pense que là encore, j'ai pris des exemples un peu, je dirais, simplistes, mais parce que pour vous, bref, pour la discussion. Et de dire, il peut y avoir plusieurs futurs possibles. Là, par exemple, à droite, on va dire un high-tech magique et futuristique, mais bon, qui finalement est assez proche de ce qu'on a. C'est des voitures électriques avec des grandes infrastructures qui propagent ces voitures électriques. Et puis à gauche, quelque chose qui c'est le plan de développement de Barcelone, mais qui est aussi quelque part un peu futuristique, avec des trams, des voitures aussi électriques, des piétons, des vélos, etc., etc. La grosse différence que je vois entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui est probablement pour des happy few, à droite, avec une ségrégation physique et en gros quelques-uns qui peuvent se permettre de se payer cette technologie-là, et puis d'autres qui ne peuvent pas. Alors que dans le plan de gauche, il y a peut-être une notion plus d'inclusivité, de partage et de choses comme ça. Et donc, il y a des questions politiques derrière le futur qu'on veut choisir et qui ne sont pas liées à l'objectif final. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que on peut avoir des sociétés à zéro carbone, mais ce qui est fondamental, c'est est-ce que j'ai des sociétés à zéro carbone qui sont acceptables pour tout le monde et qui sont du coup inclusives. Et c'est là où je pense que la question de la technologie, elle rentre en compte, ou en tout cas pour moi, la question des matériaux, elle rentre en compte, dans le sens où il faut développer des matériaux et des technologies qui sont facilement implémentables parce que du coup, elles peuvent être partagées par tout le monde et elles ne demandent pas un investissement majeur dans des infrastructures qui forcément ne bénéficient pas à tout le monde. Et voilà. Du coup, bref, tout ça pour dire, ça c'était mon introduction. Alia, tu dois me couper si je suis trop long. Mais je voudrais donc, ça c'est mon introduction pour le changement climatique, je voudrais juste vous introduire très brièvement la logique où sont les impacts de la construction. Là encore, je pense que c'est quelque chose qui est probablement connu pour tout le monde. Si on regarde à l'échelle mondiale, ça c'est les émissions mondiales. Il y a une partie qui fait le bleu, c'est les industries, le rouge, c'est les bâtiments. En gros, ça veut dire 50%, c'est pour ça qu'on arrive à 50% des émissions à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle bâtiment, c'est souvent le chauffage des bâtiments. Et ce qu'on appelle industrie, c'est là où il y a les matériaux de construction. À l'échelle mondiale, les deux sont à peu près équivalents. C'est-à-dire qu'on est à peu près en gros à 40%, 25 ou 20 et 20 pour les matériaux de construction et pour le chauffage.
Là où ça se passe, les émissions ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que globalement, la construction, elle se fait dans les pays du Sud, émergents, ou Asie du Sud-Est, où il y a un boom de l'urbanisation. Et par contre, le chauffage des bâtiments, donc les émissions liées au chauffage des bâtiments, elle se fait plutôt dans les pays du Nord, en Europe, où on a construit massivement dans les années 70, mais en oubliant l'isolation. Donc du coup, on consomme du CO2. Du coup, voilà. Et l'autre point, c'est si par hasard, au lieu de regarder les émissions mondiales, je regarde un bâtiment. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite récemment. On a pris, je ne sais plus combien, 350 bâtiments ou quelque chose comme ça, et regarder les impacts du CO2 émis par mètre carré et par an, du coup, en gros, tout au long de la vie de ce bâtiment. Ce dont on se rend compte, c'est que si on prend des vieux bâtiments, des bâtiments récents ou des nouveaux bâtiments, vous voyez que la partie, je dirais, je ne sais pas comment qualifier la couleur, turquoise clair, euh, a globalement diminué. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus efficace pour l'utilisation du bâtiment. Donc, on a besoin de moins en moins de CO2 on émet de moins en moins de CO2 pour chauffer les bâtiments. Par contre, la partie qui est bleu foncé, turquoise foncé, je ne sais pas comment ça se dit, elle n'a pas changé, voire elle a augmenté. C'est-à-dire qu'on construit absolument de la même façon, si ce n'est pire, les nouveaux bâtiments. En moyenne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pareils. En moyenne, c'est comme ça. Et par contre, on voit que maintenant, la part de l'énergie, alors on parle d'énergie grise, on parle de carbone gris, on parle d'émissions grises, la part des émissions qui sont liées à la construction du bâtiment, elle représente à peu près la moitié des émissions que le bâtiment va avoir pendant l'ensemble de son cycle de vie. Sauf qu'elles sont faites au moment, l'année de la construction. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des émissions qui sont faites pendant les 50 prochaines années, et de l'autre, j'ai des émissions qui sont faites l'année de la construction. Donc en gros, je construis mon bâtiment, j'ai émis 50% du carbone. Et après, ce que je fais les 50 années d'après, quelque part, ça ne représentera que la moitié de ces émissions, au maximum. Et pourtant, la logique, elle est toujours sur l'efficacité énergétique des bâtiments. On ne prend pas conscience de la part fondamentale, en gros des émissions fondamentales qu'on a au moment de la construction. Peut-être j'exagère un petit peu, mais la logique, quand on parle alors, en France, on parle de bâtiments à énergie positive, des choses comme ça, ou bâtiments zéro énergie. Ce qui s'est passé, souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a augmenté la part des émissions grises ou de l'énergie grise de manière à avoir des bâtiments plus efficaces énergétiquement pendant la phase d'utilisation. Et maintenant, on parle de bâtiments donc, à énergie positive ou de bâtiments à zéro énergie qui, en fait, ne sont pas du tout à zéro émission et ne sont pas du tout neutres pour le climat. Un bâtiment à énergie positive, c'est le dernier, là, le net zéro. C'est un bâtiment qui, pendant la construction, émet du CO2, c'est la partie bleu foncé, mais qui produit plus d'énergie que ce dont elle a besoin. Et donc, on fait la somme et on dit, ah bah, vu qu'il a énergie positive, je compense mes émissions de la construction par les émissions d'utilisation. Ce qui est, enfin en tout cas pour moi, complètement incroyable de penser ça, parce que ça veut dire, parce que c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que au moment de la construction, j'émets du CO2 dans l'air, et après j'ai mis beaucoup de panneaux solaires sur mon toit, du coup, je produis beaucoup d'électricité. Le fait que je produise beaucoup d'électricité ne va pas me permettre de pomper le CO2 qui est dans l'air. Le CO2, il est dans l'air. Donc en gros, j'ai émis du CO2 et puis après, je produis de l'électricité. Oui, ça ne me permet pas de faire quelque chose qui est neutre pour le climat. Ça me permet de faire quelque chose qui a émis du CO2 dans l'atmosphère. Point. Et je pense que ça, c'est important de comprendre, du coup, comment est-ce qu'on calcule, alors c'est peut-être un peu du détail de technique, je dirais, mais je pense que pour moi, c'est fondamental. Comment est-ce qu'on calcule la compensation dans ces bâtiments à énergie positive ou ces bâtiments neutres pour le climat? Il y a deux façons. Il y a ce qu'on appelle des émissions évitées et puis il y a des émissions négatives. Les émissions évitées, c'est typiquement ça, c'est les panneaux solaires. J'évite
à d'autres de devoir utiliser du fuel pour se chauffer parce que j'ai produit du panneau solaire. Mais je n'ai pas pompé du CO2 de l'atmosphère. Et puis, il y a les émissions négatives qui vraiment pompent du CO2 et enlèvent du CO2 de l'atmosphère. Les impacts, les émissions évitées, il y a deux façons de les faire. Et je ne vais pas du tout en parler après, mais il y a deux façons de les faire. Enfin, en tout cas, on peut en discuter. Soit j'ai ces bâtiments à énergie positive, typiquement, donc je produis beaucoup d'électricité. Cette électricité me permet d'éviter les émissions fossiles pour d'autres personnes, et du coup, je le compense, je dis que c'est négatif pour moi. L'autre façon qui est exactement la même chose, c'est d'acheter des crédits carbone. Donc ça, c'était deux exemples que South Pole, c'est en Suisse, c'est comme ça qu'on peut acheter des crédits carbone. Donc je remplace des cuiseurs au bois ou au charbon au Rwanda par des cuiseurs solaires. J'évite des émissions et ça me coûte de 20 € de la tonne. Moins cher, je mets des panneaux solaires en Inde, ça me coûte 15 € la tonne. De manière générale, j'ai payé, mais les émissions que moi j'ai faites, elles n'ont pas été évitées. C'est-à-dire, j'évite les futures émissions. De façon plus je dirais, directe et plus efficace, j'évite vraiment mes émissions. Donc, pour éviter mes émissions, il faut que je restocke le carbone que j'ai émis. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, il faut que je l'enlève, le CO2 que j'ai émis dans l'atmosphère, il faut que je le réenlève après. Et donc, ça, je le fais de deux façons. Soit je le fais dans mon bâtiment. Donc, mon bâtiment stocke du carbone. Du coup, le CO2 que j'ai émis pour la construction, je le restocke dans mon bâtiment. Ou alors, d'autres systèmes qui s'appellent le Direct Air Capture. C'est vraiment, je pompe du CO2 dans l'atmosphère. Du coup, je le pompe, je l'enlève, et puis j'en pompe autant que ce que j'ai émis, et du coup, je suis neutre. Il y a une start-up en Suisse qui s'appelle Climeworks qui fait ça, et qui fait ça. Du coup, elle pompe du CO2, ça marche. La question, c'est une fois que j'ai pompé, qu'est-ce que j'en fais? Du coup, il faut que je le stocke, donc j'ai tendance à le mettre dans le sol ou des choses comme ça. Bref, ça marche, ça coûte un peu plus cher. Ou alors, je plante des arbres, ça me coûte aussi, pareil, 15 € la tonne, c'est pas très, très cher, parce que en fait, je le fais en Colombie, je reforeste des forêts. Ça marche. La question, et ce dont je voudrais parler, en tout cas aujourd'hui, c'est de choses la plus simple possible, c'est-à-dire c'est de dire, est-ce que je ne pourrais pas avoir juste mon bâtiment, genre éviter d'impliquer le reste du monde dans mes problèmes, en gros, et de planter des arbres en Colombie, et juste me dire, ah, mon bâtiment, je le construis et il est neutre pour le climat. Point. C'est tout. Ça paraît un peu simple, mais en tout cas, c'est un peu, je pense que, en tout cas, l'intérêt, c'est de dire, ma frontière du système, c'est moi, je suis responsable de ce que je fais mon bâtiment et je n'ai pas eu d'impact. C'est tout. Et je le fais maintenant. Voilà, donc là, c'est juste une jolie photo. Si vous voulez, on pourrait discuter plus tard de la question parce que je pense que c'est parfois un débat. Est-ce que si je ne veux pas avoir d'impact, il faut que je fasse des bâtiments qui ne sont pas durables dans le temps? Ou est-ce que je peux réussir à avoir des bâtiments qui sont neutres en carbone et qui durent longtemps? Et est-ce qu'il y a vraiment cette dichotomie-là? C'est juste pour des discussions futures, si vous voulez. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer en fait la façon dont moi je conçois les choses pour ces bâtiments neutres en carbone et quels sont les matériaux en gros qui peuvent contribuer à ça. Pour ça, comme Aliel a dit, je suis géologue de formation, du coup j'ai tendance à prendre un pas un peu plus loin que juste un bâtiment. Et ça, c'est le cycle du carbone. Alors le cycle du carbone, c'est ce qu'on apprend en gros. Ça, c'est plus ou moins tiré d'un livre de lycée de terminale. Donc, non, il y en a qui apprennent ça en terminale. Si je le simplifie, ces flux de carbone,
On va dire qu'il y a voilà, trois choses principales. Il y a un cycle biologique. Donc, le cycle biologique, c'est il y a des arbres qui poussent. Quand ils poussent, ils consomment du CO2 par la photosynthèse. Ils font des feuilles, puis à la fin, soit l'arbre brûle, soit l'arbre meurt, soit le feuille tombe, etc., etc. Il y a du CO2 et il se dégrade, et du coup, le CO2 revient dans l'atmosphère. Donc, ça fait un cycle. Et en fait, le cycle est gigantesque, c'est-à-dire c'est 120 gigatonnes de carbone par an, sauf que c'est circulaire. Du coup, ça ne perturbe pas le climat. Il faut comprendre ce cycle. J'ai mis des années, là, en gros, entre 1 et 100 ans. C'est l'idée de dire, si une molécule de carbone elle est dans l'atmosphère, qu'elle se fait piéger dans un arbre, il lui faudra en gros entre 1 et 100 ans pour ressortir dans l'atmosphère. Soit elle va être dans la feuille, et tout de suite, l'année d'après, elle ressort. Soit elle rentre dans le sol, etc. etc. Voilà. Il lui faut 1 et 100 ans. Donc, c'est un cycle relativement rapide à l'échelle des temps géologiques. De l'autre côté, il y a un cycle qui est, à l'échelle du coup géologique, qui est beaucoup plus lent et qui est plutôt l'équilibre entre l'air et l'océan. En permanence, s'il y a plus de CO2 dans l'air, le CO2 va être piégé dans l'océan superficiel, puis après l'océan profond, puis il peut rentrer, ressortir, etc., etc. Ça lui prend pas mal de temps. Et du coup, voilà, ce cycle est plus long, mais il est pareil, il est gigantesque, c'est 90 gigatonnes de carbone par an, et il est aussi circulaire, du coup, il ne perturbe pas le climat. Et après, il y en a un tout petit au milieu, là, vous voyez, marqué Human Carbon Emission, c'est les activités humaines. Là, il est tout petit, c'est 6 gigatonnes, sauf que l'énorme différence, c'est qu'il n'est pas du tout circulaire. C'est-à-dire que voilà, chaque année, on rajoute 6 gigatonnes de carbone par an. Et ce qui en fait est gigantesque. Si vous regardez la taille des autres, si vous dites les activités humaines sur 100 ans, ça fait 600. Et du coup, voilà. D'un coup, c'est beaucoup. Et du coup, d'un coup, ça perturbe complètement le climat. Et voilà. Donc ça, c'est le cycle du carbone, comme il se passe maintenant, en gros. Et puis l'autre, je rajoute un autre flux très linéaire des activités humaines, c'est le flux de la matière. En gros, chaque année, j'extrais 70 gigatonnes de matière que je mets dans mes villes en tant que matériau de construction. Et puis, globalement, il y a aussi 70 gigatonnes de déchets qui ressortent de ces villes et qui vont en décharge. Voilà, donc ça, c'est le cycle de la matière. Et l'objectif serait de dire, OK, comment je peux faire pour circulariser toutes ces choses-là, en gros. Alors, je vais vous présenter du coup quatre matériaux possibles. Et voilà. Et après, je vais forcément aller un peu vite d'un point de vue de la technique, on va dire des sciences des matériaux derrière, et on peut en discuter après si vous voulez. Donc, la première chose, c'est aussi comment est-ce qu'on diminue ces émissions. Pour diminuer les émissions directes, je pense qu'on peut agir sur le ciment. Donc, ça, c'est une étude qu'on a revue, qu'on a faite il n'y a pas longtemps, pour montrer qu'on peut décarboniser le ciment. Et surtout, l'intérêt, et ça vient d'une étude qui a été faite par une des co-auteurs qui s'appelle Karen Scrivener, qui a dirigé cette étude de l'agence UN Environment, le PNUD en français, sur les ciments. Fondamentalement, l'idée derrière, c'est de se dire, oui, on peut agir, on peut faire des nouveaux ciments. Surtout, ce qu'on peut faire, c'est impliquer l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que se dire, oui, le ciment, c'est sûr, alors c'est ce qui est mis ici, ça c'est la production du ciment. On prend de la matière, on la broie, on la chauffe, après on la refroidit, on la mixe, tout ça, on la broie, ça fait un sac de ciment. Il y a plein d'autres personnes qui sont impliquées. C'est-à-dire qu'après le ciment, je fais du béton. Je peux faire du béton sur site, je peux faire du béton préfabriqué, je peux faire du béton ready-mix, prêt à l'emploi. Après, il y a des acteurs de la construction, il y a des architectes qui sont impliqués là-dedans, il y a des ingénieurs. Je peux démolir, mais je peux aussi réutiliser des éléments. Du coup, est-ce que l'entreprise de démolition, elle pourrait être une entreprise de déconstruction ? Pareil, je peux recycler certaines matières pour la réutiliser à la place du ciment. Et puis, pareil, je peux utiliser des matériaux alternatifs, ce qui veut dire, du coup, d'impliquer des acteurs différents, que ce soit les fuels alternatifs en prenant des déchets de la biomasse ou des déchets municipaux.
Donc, en gros, il ne faut pas voir le ciment comme l'industrie du ciment. Il faut voir l'industrie du ciment comme un des acteurs d'une chaîne assez complexe et assez interconnectée de plein d'acteurs au sein de la société. Et ce qu'on s'est dit, c'est voilà, qu'est-ce que chacun peut faire maintenant? Si, en gros, l'entreprise de déconstruction, plutôt que de faire juste la démolition, elle déconstruit certaines parties, ou alors si elle arrive à bien trier ses déchets pour pouvoir réutiliser bien les fines comme matière primaire pour le ciment. Voilà, toutes ces choses-là où finalement on se dit, ben voilà, tous les acteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et quel est leur potentiel, voilà, voilà, bon, bref, combien de parts de marché ils peuvent prendre, qu'est-ce qu'on peut sauver en termes de CO2, et du coup, ça fait le potentiel total si on additionne tous ces acteurs. Et l'addition, c'est plus que 50%. C'est-à-dire que, et ça, c'est en restant dans les normes. C'est-à-dire, si chacun fait bien ce qu'il sait faire, et ben, si chacun fait bien ce qu'il sait faire, on sauve au moins 50% des émissions de CO2 du ciment. Demain. C'est-à-dire, on le fait, c'est maintenant, avec les normes qu'on a, avec les matériaux qu'on a, avec les technologies, tout ça, hop, c'est fait. Et en plus, ça coûte à peu près le même prix parce que globalement, le ciment, c'est ce qui coûte cher. Du coup, si je mets moins de ciment dans mon matériau, globalement, ça me coûte moins cher. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est de dire, je peux couper 50%. Je peux passer donc pour la construction, c'est pas 6 parce que la construction représente 10 à 20% de ça. Mais bon, bref, on va diminuer par 2 les émissions du ciment. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas utiliser d'autres flux? Typiquement, le flux géologique du carbone, donc qui finit par stocker du CO2, marche très très bien, mais il est un peu long. Est-ce que je ne peux pas essayer de le faire plus rapide? Et du coup, au lieu d'attendre 100 ans ou 10 000 ans, de pouvoir le faire en 20 ans, quoi, en fait. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'émets du CO2 dans l'atmosphère, donc actuellement, c'est ce qui se passe, j'en ai à peu près 60%, 65% qui va être réabsorbé par l'océan entre 200 et 2000 ans. Et puis, il y en a encore 35% qui restent, et celui-là, il va le mettre très très longtemps à être absorbé, entre 3000 et 7000 ans. Il va finir par être absorbé par l'altération des roches. Ce qui, petite note pour nous en tant que constructeurs, ce qui veut dire que les Romains, qui ont construit les magnifiques infrastructures avec leur chaux, le CO2, il y en a encore au moins 30% de CO2 des Romains qui est dans l'air. Donc, je ne parle pas du CO2 du dernier siècle, lui, tout est là. Est-ce que je ne peux pas être un peu plus rapide, en fait? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les nouveaux ciments qui sont mis en place, je veux dire, ça existe, ces ciments-là, c'est des ciments qui ont une forte proportion d'addition minérale. Ils ont l'intérêt de carbonater plus vite que les ciments normaux. C'est-à-dire que ça, si vous voyez, c'est la pénétration de carbonate, la pénétration de CO2 dans la carbonatation du ciment. Globalement, vu que c'est en log, c'est deux fois plus rapide. Bref, c'est 1,5 fois plus rapide que les ciments qu'on utilise actuellement. Les ciments qu'on est en train ça c'est des ciments qu'on est en train qui existent et qui pourraient être mis en place en gros dans les normes, mais qui ne sont pas très utilisés. Et ceux-là, c'est les ciments que tout le monde utilise. Et ça, c'est le ciment classique Portland qui a été utilisé il y a 30 ans, on va dire. Donc, en gros, ça veut dire que les nouveaux ciments que ceux dont je vous parlais juste avant, où si tous les acteurs se comportent bien, on pourrait diminuer de 50% les émissions. Ce qui va se passer aussi, c'est que ces ciments, ils vont carbonater plus vite. Donc, en gros, ils vont émettre moins de CO2 et ce CO2 va rester moins longtemps dans l'atmosphère. Et est-ce que je ne peux même pas essayer de profiter de cette carbonatation, en gros, du ciment pour réabsorber, sachant que c'est lié à globalement à la surface d'exposition de mon béton.
Et est-ce que du coup, je pense qu'on peut imaginer de dimensionner les structures, de designer les structures en béton de manière à avoir une carbonatation la plus rapide possible pour diminuer en gros la perturbation qu'on crée au moment de la construction et la réduire, la faire la plus courte possible. Donc ça, c'est pour vous mettre une jolie image et quand même mettre un peu d'impression 3D parce qu'à l'ETH, il y a quand même des gens qui sont très très forts en impression 3D. Ça, c'est des colonnes en béton. Elles n'ont pas du tout été faites pour de la carbonatation. C'est uniquement esthétique. Mais ceci dit, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est quand même incroyable. Il y a beaucoup plus de surface exposée. Du coup, ce matériau, il se carbonate beaucoup plus vite. Et j'essaye maintenant de convaincre mon collègue Benjamin Dillenburger qu'il est en train de faire des colonnes neutres en carbone et qui en plus sont esthétiques. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, c'est de dire, OK, je diminue les émissions, ce que j'émets, j'essaie de le recapter le plus rapidement possible grâce à la carbonatation du béton. Et par contre, ce que je peux faire, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire de dire, j'ai des cycles biologiques qui sont, pareil, assez gros finalement, 120 gigatonnes. Est-ce que je peux utiliser le bâtiment pour ralentir ce cycle? C'est-à-dire que plutôt que d'avoir du CO2 qui est émis l'année d'après, dans l'atmosphère, je le piège pendant une certaine durée de vie dans mon bâtiment. Et du coup, là, j'utilise j'utilise la nature, le cycle de carbone, pour pomper du CO2 et le piéger dans mon bâtiment. Donc ça, c'est typiquement les matériaux biosourcés qui remplacent les isolants. Ça, c'est juste pour vous montrer à quel point on marche sur la tête. On rénove nos bâtiments avec du pétrole. Donc ça, c'est du polystyrène en haut. Donc, pour diminuer les émissions de CO2, je mets du pétrole sur mon bâtiment. C'est la logique actuelle. Et c'est les émissions de CO2, ça c'est suisse, annuelles liées à la construction, où le jaune, globalement, c'est la contribution des isolants, qui est juste gigantesque. Plutôt que de mettre du pétrole dans mon bâtiment, je pourrais me dire, mais je mets de la paille. Ça paraît évident. Au lieu d'émettre du CO2, donc quand je mets pétrole, ça veut dire polystyrène, mais c'est parce que le polystyrène, c'est du pétrole. Polystyrène expansé. Au lieu d'émettre du CO2, je vais au contraire avoir quelque chose qui va absorber du CO2, comme la paille, le chanvre, et qui va l'absorber très très vite. Parce que chaque année, je peux pomper mon CO2. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait avec Francesco Pitao, qui maintenant est à Milan, pour montrer que c'est la rénovation du stock. Si on rénove le stock européen, on voit que, en gros, je refroidis l'atmosphère. Je refroidis l'atmosphère direct, en chaud, en chanvre, en paille, avec du bois aussi, sauf que le bois, il faut attendre que le bois grandisse. Du coup, je refroidis l'atmosphère, c'est sûr, mais pas immédiatement, parce que il faut attendre que la forêt grandisse et que la forêt grandit moins vite que la paille, en gros. Et ça ne veut pas dire, juste pour dire que ces matériaux peuvent être aussi modernes, contemporains et esthétiques. Il y a eu un Fibra Award, ça c'est des superbes bâtiments qui sont faits à Paris. Et d'autres, ceux-là, c'est des bâtiments de 7 étages qui sont faits en bottes de paille. Donc en fait, voilà, tout est faisable. C'est 5 étages en bottes de paille, qui ressemble à un bâtiment tout à fait normal. Et l'intérêt, mais ça je passe vite, mais l'autre intérêt de mettre des matériaux comme la paille ou la terre à l'intérieur des bâtiments, c'est qu'aussi ils améliorent le confort interne. C'est-à-dire que là, j'ai un bâtiment, du coup, la structure est en béton, c'était ce bâtiment-là. Structure en béton, une façade préfabriquée en bottes de paille, exposée avec de l'enduit chaud à l'extérieur et puis enduit terre à l'intérieur. Et du coup, j'ai une régulation naturelle de l'hygrométrie qui se fait dans mon bâtiment. Juste pour finir, sur la paille, on en a largement assez en Europe. Ça, c'est l'ensemble des différents climats européens avec les besoins de la rénovation. Si on doit rénover l'ensemble du stock, combien est-ce qu'il faudrait utiliser de paille qu'on a en termes de production? Et vous voyez qu'on est entre 1 et 10% de la consommation de paille, de la production de paille. Une fois que j'ai déjà enlevé
30% parce qu'il faut que il faut pas dégrader l'écosystème. Du coup, il y a toujours une partie de la paille qui reste sur le champ. Donc, une fois que j'enlève ces 30% qui restent sur le champ et que du coup, j'ai une production soutenable quelque part de paille, je dois consommer en gros 10%, maximum 10% de la production pour rénover tous mes bâtiments. Sachant que, par exemple, en Allemagne, il y a 20% de la production de paille qui est inutilisée. Donc en gros, voilà, il y en a largement assez. Voilà, et donc pour finir, est-ce qu'on peut finir est-ce qu'on peut essayer de clore ou de circulariser ce flux de matière? Donc ça, c'est typiquement l'économie circulaire et toutes ces questions de la bâtiment. J'ai mis là un bâtiment un peu emblématique parce que je crois que c'est la Commission européenne qui est dedans, où il y a une double façade avec des fenêtres réutilisées. Alors ça a le mérite d'être visible. Par contre, ce n'est pas la quantité de matière principale, les fenêtres, dans la construction. La quantité de matière principale dans la construction, c'est en allemand, je m'excuse, mais c'est les matériaux d'excavation. Donc, c'est ce qui est marron ici. Si vous regardez, ça, c'est le flux de matière. Donc, la taille des flèches, c'est en gros la quantité. Vous voyez que ça, c'est dont j'ai besoin chaque année. Ça, c'est ce qui ressort chaque année. J'ai les déchets de la démolition, qui font en gros 7 millions de mètres cubes, qui sont circularisés, en tout cas en Suisse, pour faire du béton recyclé avec les granulats. Et j'ai ces matériaux d'excavation qui vont direct, même les non pollués, vont direct en décharge. Et puis, de manière générale, j'extrais de matières primaires, en gros la même quantité de sable et de gravier. Donc, en gros, je fais un trou pour extraire du sable et du gravier. Avec ça, je fais du béton. Et puis, ce trou-là, je le remplis avec de la terre d'excavation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui commence à être… C'est un sujet qui est connu, surtout à Paris, avec l'histoire des terres de Paris. Mais en fait, la matière principale dans la flux de matière en ville, ce n'est pas les fenêtres, c'est la terre. Et donc, la terre, c'est le matériau le plus accessible. Et donc, ce que nous, on fait, je vous fais de la pub pour ce qu'on fait dans notre chaire. On fait un béton à base de matériaux d'excavation et sans ciment et avec un petit peu de chimie quand même. Donc, en gros, il y a 1% d'adjuvants qui sont des adjuvants minéraux, donc pas quelque part qui ne polluent pas le sol et qui ne modifient pas les argiles. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est liquide au début, donc que je peux mettre en œuvre comme du béton. C'est comme du béton, je peux le mettre en œuvre, donc je peux le couler dans un coffrage. Et après avoir coulé, le matériau va perdre sa fluidité et du coup va être aussi solide qu'avant d'avoir été défloculé, en gros. Et du coup, je peux construire en béton. Donc, je laisse Nianli, c'était l'étudiantesse qui avait commencé ce travail, qui maintenant fait une spin-off, c'est ce qui est marqué là-haut, Oxara, démouler le matériau. Et du coup, voilà, j'ai un mur en béton de terre qui, du coup, n'a pas de ciment et qui a l'intérêt d'avoir utilisé le 100% circulaire sur les ressources. Et voilà. Tout ça pour dire que, du coup, c'est tout à fait possible de faire des bâtiments circulaires neutres en carbone avec les technologies et les matériaux qu'on a maintenant. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ça, c'est une très belle exposition qui a été faite par In-Situ, c'est un cabinet d'architectes à Bâle, où ils ont, celui-là est un peu exceptionnel, ils ont réutilisé des façades en acier, il y a des bottes de paille, et puis il y a de la terre coulée ici sur le sol, avec de la réutilisation de l'acier en bac acier en dessus, et réutilisation de pierre au-dessus. Mais fondamentalement, et pour conclure, la logique, c'est de dire il faut surtout pas penser qu'il y a un matériau qui va sauver le monde entier. Et il ne faut surtout pas penser qu'il y a un matériau qui est absolument mauvais. Même si le polystyrène sur les murs, quand même, il y a des limites. Ceci dit, à certains endroits, ça peut être utile, typiquement. Et par contre, ce qui est fondamental, c'est de se dire il faut réussir à associer la bonne quantité de matière ou utiliser le bon matériau au bon endroit.
Et ce qu'on essaie de promouvoir maintenant, c'est de dire, en fait, et il y en a d'autres qui font ça aussi, mais c'est de dire il faut penser à comme les régimes alimentaires, en fait. On est maintenant habitué qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, que globalement, manger de la viande, si on peut éviter, c'est mieux, que peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Voilà. On peut se le permettre, mais pas trop. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la santé, mais aussi parce que c'est pas bon pour le climat. Et c'est la même chose pour les matériaux. C'est-à-dire de dire le béton, c'est pas ou le verre typiquement. Le verre, c'est pas mauvais en soi, mais faire une façade et puis ça, c'est pratique d'avoir des fenêtres avec du verre, et pas et pas du bois. Heu, mais si je couvre ma façade de verre, bah, c'est une mauvaise idée. Et bah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire de dire: «Il faut que j'en utilise un petit peu, pas beaucoup et puis par contre, il faut que j'utilise beaucoup, beaucoup de matières qui sont qui pompe du carbone». Donc en gros, j'utilise un peu de matière qui est très énergivore ou qui émet beaucoup de CO2, comme le verre, un peu plus de matière qui émet assez peu de CO2, comme le béton. Je peux utiliser du coup plein de matière qui est neutre en carbone, la terre, mais si je veux compenser les quelques émissions que j'ai fait, qui sont difficiles à éviter, comme typiquement le verre et le béton, eh ben, il va falloir que j'utilise plein de matières qui vont stocker du carbone, genre la paille, le chanvre ou le bois massif. Et voilà. Et du coup, en fait, à la fin, j'ai un bâtiment qui est neutre pour le climat, qui est dans l'idéal aussi circulaire si j'ai mis de la terre, et qui se compense l'un des matériaux avec les autres. Et pour juste donner une image, c'est pas obligatoirement complètement. Ça ressemble à un bâtiment normal. C'est-à-dire que les calculs qu'on fait là, en gros, si je fais une structure béton optimisée, c'est-à-dire avec justement du béton bas carbone, mes poteaux-poutres, plancher béton, et puis je mets ma façade. Ben, ma façade, il faudra qu'elle fasse, selon que j'ai fait une maison individuelle, un immeuble collectif ou des choses comme ça, en gros entre 45 et 70 centimètres de paille. Bon, bah oui, 70, c'est un peu gros, mais c'est pas non plus, c'est pas gigantesque, hein, c'est faisable. Donc voilà, finalement, j'ai un bâtiment, et qui celui-là, il coûte pas cher. J'ai un bâtiment béton, plancher béton, poteau-poutre, façade en paille, qui est bon pour le climat, enfin qui est neutre pour le climat. C'est pas qu'il est bon, il est juste neutre pour le climat. Et puis en plus, j'ai un confort interne grâce à la paille et la terre que j'ai mis sur mes enduits, qui est parfaite. Pour une structure en bois, je suis un peu plus efficace parce que forcément, mais si je veux faire un bâtiment collectif, ça c'est avec du bois lamellé collé, j'ai un peu de colle, donc je ne suis pas 0,0. Et du coup, bah, voilà, j'ai une façade en paille qui est de l'ordre de 30 à 45 centimètres, ce qui est pas mal non plus. C'est limite pas assez en termes d'isolation, d'efficacité énergétique. Et voilà. Du coup, tout ça pour dire, je finis. Faut pas dire que le béton est absolument, on doit absolument enlever le béton. Je pense qu'il fait tout à fait partie des matériaux possibles, sauf qu'il faut qu'il soit à faible impact CO2 et dans l'idéal qu'on ait pensé à la recarbonatation de ce béton. La paille, il y a d'autres matériaux, mais je pense que c'est un matériau qui est incroyable et qu'il faut absolument utiliser beaucoup plus. Et puis, si on pense économie circulaire, le matériau qu'il va falloir penser dans l'économie circulaire, c'est la terre d'excavation. Et voilà. Et évidemment, les matières qui sont plus difficiles à circulariser ou à recycler ou à produire de façon zéro carbone, comme les fenêtres, il faut essayer de les réutiliser au maximum. Et avec ça, je crois que j'ai fini. Je suis désolé, j'étais un peu plus long que prévu peut-être. Voilà. J'entends personne. Guillaume, tu as quelques questions sur Oui, je suis en train de lire. Tu as des questions des étudiants directement sur le chat. Oui. Merci beaucoup pour cette conférence qui est absolument passionnante. Il faut comprendre que parmi les étudiants, tu avais des étudiants de toute l'école, donc des étudiants qui avaient vraiment conscience du cycle du carbone, d'autres pas. Merci d'être revenu sur des fondamentaux, on va dire, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde.
Et je te propose de jeter un œil aux Ouais. questions. Alors, le première facile sur le béton de terre, non, c'est pas comme du béton de ciment parce que sinon ça serait pas 0 CO2. Du coup, vu qu'il n'y a pas de ciment, c'est comme de la terre, ce qui veut dire que la résistance, elle est aussi bonne que de la construction en terre. Donc, en gros, c'est plutôt 10 fois moins qu'un béton. C'est 5 mégapascales, en fait. Il y a une grande question. Il y a une question sur l'épaisseur de paille sur les façades des toitures rénovées. C'est-à-dire pour rénover là, ce que j'ai montré, c'est plutôt des bâtiments nouveaux. De se dire, si on rénove, pour faire de la rénovation avec de la paille. Il n'y a pas de secret. Enfin, je veux dire, la paille, il y a deux choses, mais globalement, si on parle de paille, la paille est moins isolante qu'un isolant genre laine de verre ou polystyrène. Donc, globalement, l'épaisseur va s'en ressentir. Du coup, la rénovation va être forcément plus épaisse. Et du coup, c'est pour ça que quand on arrive à 50-60 cm là, sur le béton, en fait, c'est à peu près ce qu'il faut pour être dans les efficacités énergétiques. Donc, je pense que si c'est un peu ça, il y a une question d'épaisseur. Et après, il y a une grande question sur le fait que de regarder le CO2 uniquement en termes de regarder que les émissions carbone et de ne pas penser aux autres aspects environnementaux. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, est-ce qu'on se focalise que sur le CO2? Alors, moi, il y a deux... Je peux essayer de vous convaincre, on va dire. La première chose, c'est que je pense qu'il y a une urgence absolue sur le CO2 et que du coup, l'idée de dire « Ah, mais il faut prendre d'autres aspects en compte », même si c'est raisonnable, a probablement aussi le problème de ralentir la transition. Et je pense qu'on n'a plus le temps de ralentir, en gros. On n'a même pas le temps d'accélérer. Donc, en fait, voilà, du coup, de dire, il faut le faire, c'est la priorité absolue, parce qu'en gros, on a 10 ans. Si vous imaginez, qu'est-ce qu'il faut… Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument ignorer tous les autres impacts. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut… Et ma logique est plutôt de dire, il faut développer des matériaux qui sont avec immensément moins d'émissions que ce qu'on fait maintenant et regarder que les autres impacts environnementaux, qu'il n'y ait pas de transfert de pollution. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne faut pas il faut éviter de les empirer. Et là-dessus, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on essaye de résoudre un problème et qu'en même temps, par exemple, on détruise la couche d'ozone, des choses comme ça. Donc, il faut éviter qu'il y ait des transferts de pollution. Tout ce que je montrais là, c'est d'utiliser moins de matériaux la plupart du temps. Parce qu'en fait, le ciment, c'est juste d'utiliser moins de ciment. Donc, en fait, il n'y a pas de transfert de pollution. La paille, elle n'est pas utilisée en ce moment. Du coup, c'est l'utiliser. La carbonatation du béton, c'est pareil. Donc, globalement, tous les matériaux ou les terres d'excavation, il n'y a pas de transfert. Et après, pour finir sur la vraie, il y a donc c'était parce qu'il y avait des questions de eutrophisation, pollution chimique et choses comme ça. Donc ça, je pense que de ce que je vous ai montré, il n'y a pas de problème. Là, il y a une autre, dans la question, il y avait aussi la question de la biodiversité qui est un peu différente, je pense, que parce qu'en fait, le matériau en lui-même, bon, si on peut se dire, est-ce qu'il contribue à la biodiversité? Je pense qu'il y a surtout des questions on va dire, à l'échelle urbaine, d'urbanisation.
pense que l'essentiel des choses est à l'échelle plus grosse que la construction en elle-même. Ceci dit, c'est absolument fondamental, la question de la biodiversité. Et pour moi, j'aurais tendance à le voir que alors peut-être que tout le monde ne partage pas cette vision-là, mais que le vrai problème de la biodiversité n'est pas obligatoirement l'urbanisation, elle est surtout l'intensification des surfaces agricoles. C'est-à-dire que là où il y a le moins de biodiversité, ce n'est pas en ville, c'est dans un champ à l'extérieur de Paris, dans la Beauce, où il n'y a que du blé. Ça, c'est là où il y a zéro biodiversité. Il y a une espèce, c'est le blé. En ville, il y a beaucoup plus d'espèces. Elles sont pas nombreuses, il n'y en a pas beaucoup en nombre d'individus, mais il y a beaucoup plus d'espèces. Donc, en gros, la question de la biodiversité, je dirais même le contraire, c'est-à-dire, c'est comment est-ce que je construis de manière à augmenter la biodiversité en ville. Mais ce n'est pas obligatoirement destructeur de biodiversité de construire. En tout cas, les deux sont pas obligatoirement liés. Alors que par contre, de construire, ça émet du CO2, la façon dont on le fait maintenant. Voilà. Et du coup, question, le béton. Est-ce que de dire que qu'on ne peut pas se passer de ciment parce que parce qu'on construit, parce qu'il faut beaucoup construire, et est-ce que si on construit avec des ciments bas carbone, est-ce qu'ils seront toujours aussi résistants, ou est-ce qu'on n'est pas dans un espèce de cercle vicieux? Je pense que c'est effectivement une question, ou en tout cas c'est une alors, premièrement, c'est que effectivement, et je pense que c'est, en tout cas pour moi, et pareil, je pense que tout le monde n'est pas obligatoirement, en tout cas, l'industrie du bois peut avoir tendance à vouloir dire il faut enlever le béton. Je pense que la question n'est pas là, c'est qu'il faut construire avec tout, et construire en bois, c'est génial, mais en fait, si on veut, vu la demande, il faut aussi construire en béton. Donc en fait, il n'y en a aucun qui s'oppose, et en fait, il va falloir construire en béton. Par contre, il faut réussir à construire avec du béton avec peu d'émissions de CO2, donc en gros, peu de ciment dans le béton. Du coup, ces ciments qui ont peu de matière active, en gros, qu'on a assez peu chauffé, on va dire, pour le produire, effectivement, la question qu'ils ont, c'est ils ont exactement la même résistance en mécanique que les bétons classiques, donc il n'y a pas de différence en termes de construction. Mais effectivement, ils sont plus poreux, et du coup, le CO2, il carbonate plus vite. Et jusqu'à maintenant, d'un point de vue, si vous avez s'il y a des ingénieurs civils dans la salle, l'essentiel du travaux d'ingénieur civil, c'est comment est-ce qu'on évite la carbonatation du béton. C'est un sujet, il y a je sais pas, il y a au moins 10 thèses par an qui sont sorties sur ça, sur les 30 dernières années. Comment est-ce que j'évite la carbonatation? Parce que la carbonatation du béton entraîne une corrosion plus rapide de l'acier. Et du coup, de dire, il ne faut surtout pas qu'il se carbonate parce que sinon mon acier se corrode, et du coup, il va falloir que je démolisse ma structure. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, sauf que ça ne marche, sauf que ce phénomène du coup de corrosion de l'acier dans le béton, il n'a lieu que quand le béton est exposé à l'humidité, à l'eau, et à l'humidité en fait même. S'il est sous l'eau, il ne va pas se carbonater. S'il est au sec, il ne va jamais corroder. Par contre, s'il est humide et puis il sèche, là, il va y avoir de la corrosion. Et ça en fait, en tout cas en Europe, on va dire, construction classique actuelle, ça ne se passe que sur les balcons ou sur les façades, où on veut avoir du béton apparent. Il y a des milliards de façons autres de faire un balcon que de le faire en béton. Et les façades, il y a plein de façons d'éviter d'avoir du béton apparent, surtout vu qu'il faut l'isolation à l'extérieur. Souvent, les façades en béton, elles sont en fait avec deux bétons. Il y a un béton structurel, l'isolation, et après un béton esthétique.
Donc, en gros, si j'ai mon béton qui est protégé de l'humidité, donc en gros, mes poteaux-poutres, mes dalles dans mes bâtiments, ils vont effectivement se carbonater plus vite, ils vont effectivement être plus poreux, mais il n'y aura aucun problème de durabilité. Là où il y a un problème, et c'est vrai que c'est une question du coup qui est un peu qui est sensible sur l'éducation, je pense, et des ingénieurs civils qu'ils arrivent à comprendre que ce problème de corrosion, il arrive que sur les infrastructures, en gros, que sur les ponts où le béton est exposé. Et puis, comment est-ce que j'éduque dans certaines cultures constructives où on va construire avec le béton apparent, de se dire peut-être que là, c'est pas effectivement c'est pas le bon ciment, ou il faudrait construire différemment. Ça, c'est vrai que c'est une question. Il y avait plein d'autres messages. Les murs végétaux absorbent du CO2. Oui. Non. Enfin, non. Enfin, la plante verte absorbe du CO2, mais si après la feuille tombe, le CO2 repart. Donc, en gros, le mur végétal en lui-même, il absorbe une quantité toute petite de CO2 parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est cette idée de cycle. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est utiliser le cycle de la vie qui, chaque printemps, a une explosion de plantes qui poussent et du coup qui pompent du CO2, mais après, il faut le piéger. Et donc, le mur végétal, il ne sert pas à piéger. Par contre, l'utilité du mur végétal, c'est il refroidit la façade, ou plutôt il évite que la façade chauffe en été, et puis il permet plutôt un confort urbain. Il évite les îlots de chaleur urbaine. Mais je ne le verrai pas comme un piège à CO2. Voilà. Et construire vite, massif, sans ciment, je ne pense pas. Enfin, ce dont j'ai... Ça dépend si on est... Ça dépend si on est... bref, dans quelle partie du monde on regarde. Mais en tout cas, là, bref, j'aurais tendance à dire, l'intérêt du béton, c'est que c'est pas cher et qu'on sait construire avec. Du coup, c'est un peu ce que j'ai présenté, c'est de dire, est-ce que si je fais des planchers en béton, poteaux, poutres, et qu'après je fais des façades en paille pour compenser mes émissions, finalement, j'ai un bâtiment qui est pas cher et qui en fait est neutre en carbone parce que la paille compense le béton. Et à ce moment-là, je peux construire massivement et très vite. Et si en plus mon béton est à faible impact carbone, du coup, j'ai besoin de moins de paille, typiquement. Et pour moi, je pense que c'est une solution qui permet d'être économiquement viable, techniquement faisable actuellement et massif en termes d'implémentation. Si on se dit il faut faire différemment et qu'on accepte d'avoir des prix peut-être un peu plus élevés, à ce moment-là, je peux avoir je peux utiliser aussi des structures biosourcées. Et typiquement, le bois, en Europe, ça marche très bien. Par contre, s'il faut le faire tous les bâtiments, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Mais en Asie du Sud-Est ou d'autres pays, on peut penser au bambou. Et il y a des bambous industrialisés, typiquement lamellés-collés, où je pourrais avoir des structures en bambou qui, du coup, ça pourrait être massif et sans béton. Mais la technologie est là, mais avant, et je pense qu'il faut y penser, mais je ne suis pas sûr que ce soit les bâtiments de demain qu'on peut construire comme ça, c'est peut-être les bâtiments d'après-demain. Et du coup, de se dire, il faut développer ces technologies en bambou pour avoir les normes et les régulations pour faire des bâtiments dans 10 ou 20 ans, que tout le monde sache les faire pas cher, mais qu'est-ce que je fais entre maintenant et les 10 prochaines ou 20 prochaines années? Voilà, je pense qu'il faut penser à 2 échelles, en gros, et que demain, sans ciment, je ne pense pas. Bref, c'était un peu long. Et il y avait... Est-ce qu'il est possible d'utiliser tous les types de terre pour construire en terre? En gros, effectivement, quand on rentre dans les détails, c'est toujours un peu moins idéal. Non, on ne peut pas... Enfin,
On peut, on peut pas construire avec... On peut pas construire avec toutes les terres, ou alors on peut construire avec toutes les terres, mais souvent il faut la recombiner. Et du coup, c'est là, si on arrive dans le process industriel, de se dire l'idéal de je prends ma terre dans mon jardin et je construis avec ma maison, avec un béton de terre en plus, avec des adjuvants, ça, je pense que ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut penser à pouvoir recombiner le bon pourcentage de gravier, de sable, d'argile, de choses comme ça. Du coup, j'aurais tendance à dire je peux construire avec n'importe quelle terre du moment que j'ai une centrale qui peut trier un peu mes produits. Et typiquement, ce que fait bon, à Paris, c'est Cycleterre qui ont monté une fabrique, j'imagine que vous savez, vous connaissez. Il y a à Sevran, il y a une production production de briques et d'enduits, de terres d'excavation. Et en fait, bon, ben là, pour le moment, ils ne prennent pas toutes les terres déjà, et puis ils réarrangent de manière à ce qu'on puisse construire. Donc voilà, je pense que si on rentre dans la logique de... Il faut organiser le supply chain, en fait. Et à ce moment-là, s'il y a un traitement, on peut construire avec n'importe quoi, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense. Et du moment que ce n'est pas pollué. Et c'est peut-être aussi une question, typiquement, ce que je montrais en Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, si on regarde le flux suisse, il y a essentiellement de la matière qui est non polluée. Il y a certains endroits, typiquement à Paris, des friches industrielles, le sol est pollué. En fait, là, je pense qu'il vaut mieux mettre peut-être pas de la terre, ou en tout cas pas la terre du site, plutôt que d'avoir de la terre avec du pétrole à l'intérieur et qui balance tous les composés organiques volatiles à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà, la limite principale, c'est la pollution du sol, des terres d'excavation. Alors, il y a une question sur de rénover l'ensemble du parc européen. Le fait que je disais que si on rénove l'ensemble du parc par rapport à si on le démolissait et qu'on le reconstruisait, je n'ai pas les chiffres, quel est le pourcentage. Ce qui est sûr, c'est que c'est ridicule de vouloir démolir et reconstruire. Enfin, c'est pas... Surtout, en fait, parce que, alors, je pense que ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas trop parlé, mais ce qui est fondamental à comprendre, c'est dans cette logique des émissions de CO2, c'est évidemment le parc, à ce moment-là, chaque année, il émet du CO2. Ce qui est le moins cher et le plus efficace, pas le moins cher, enfin oui, ce qui est le moins cher en innovation, en investissement, pour couper les émissions du parc, c'est pas de rénover, c'est de changer le système de chauffage. C'est-à-dire que si au lieu de mettre un chauffage au fioul, je mets un chauffage au gaz, c'est un peu mieux. Et si je mets un chauffage au bois, déjà, j'ai plus d'émissions de CO2 fossiles. Donc, et après, si je mets une pompe à chaleur, je suis sur le réseau électrique. Et le réseau électrique, je peux, en tout cas en France, il est nucléaire, mais de manière générale, il est relativement décarboné. Donc, en gros, et là, j'ai rien changé en termes d'isolation. Donc, en tout cas, ça c'est mon point de vue, mais la logique de dire je dois rénover le parc, alors peut-être je dis quelque chose qui est politiquement sensible, mais en gros, il y a deux aspects dans la rénovation du parc. Il y a un aspect qui est social et il y a un aspect qui est environnemental. Je rénove le parc, c'est pour diminuer la consommation d'énergie, en fait, ce n'est pas spécialement, uniquement pour diminuer les émissions de CO2. C'est surtout parce qu'il y a des passoires énergétiques et il y a des gens qui ne peuvent pas se payer leur facture. Et donc, en fait, je rénove mon bâtiment pour diminuer les émissions, pour diminuer la facture énergétique. Si je ne veux pas diminuer la facture énergétique, mais que je veux uniquement diminuer les émissions, je change mon système de chauffage. Et voilà, je dis juste, on n'a plus le droit d'utiliser des chauffages, des chaudières à fioul. Typiquement, c'est ce qui se passe en Suisse. Maintenant, il y a même des villes qui... Donc, pour la nouvelle construction, c'est obligatoirement, pas obligatoire, obligé, mais même maintenant, celles qui sont
existantes, on dit, bah, vous n'aurez plus le droit de les avoir. Et du coup, vous changez votre système de chauffage. Et ça, la facture est exactement la même, sauf qu'il n'y a plus d'émissions de CO2. Donc, il y a deux objectifs. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on va surtout privilégier la rénovation, donc on va surtout privilégier l'isolation, pas spécialement le système de chauffage, ce qui a un effet socialement fondamental, sauf que efficacement en termes de diminution de CO2, ce n'est pas le plus rapide. Et en plus, je le fais avec des matériaux qui polluent parce qu'ils émettent du CO2. Donc, on est dans une logique où voilà, je ne change pas obligatoirement mon système de chauffage, je mets du polystyrène en façade. Voilà, et vu les systèmes d'aide, ça ne bénéficie pas que les loyers les plus faibles. Ce n'est pas obligatoirement uniquement pour des raisons sociales. Et donc, je pense que là, il y a une confusion. Et donc, voilà, du coup, l'idée, c'est de dire, si j'ai une logique de rénovation du parc pour stocker du CO2, à ce moment-là, je dois mettre du biosourcé. Et je dois en mettre massivement. Je dois en mettre autant que possible. Même si, finalement, ce n'est pas la façon la plus rapide de diminuer les émissions de CO2. Je ne sais pas si j'étais hyper clair. Mais, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai pas de chiffres, mais penser qu'on démolit et qu'on va reconstruire avec des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie, du coup, qui sont plus efficaces, ça, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste émis massivement du CO2 l'année de la construction. Et donc, en fait, c'est pire que de ne rien faire, d'un point de vue CO2, mais pas d'un point de vue social. Voilà, bref, j'étais un peu long, mais j'espère que, parce que je vois il y a beaucoup de questions, donc je ne sais pas trop comment donc pourquoi les alternatives pour le ciment bas carbone ne sont-elles pas plus utilisées? C'est vrai que c'est une question qui est assez... je peux répondre de deux façons. La première, c'est que souvent, les gens ont tendance à voir le béton comme le béton, alors qu'en fait, il y a des milliards de bétons différents et qu'en fait, il y a aussi déjà beaucoup de solutions finalement bas carbone de béton qui sont utilisées, mais que vu que c'est toujours aussi gris, personne ne voit la différence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est pas obligatoirement sur le matériau en lui-même, mais sur l'ensemble des acteurs, c'est vrai que il y a la difficulté, c'est la logique de la construction. C'est-à-dire que même si, d'un point de vue des standards, j'aurais le droit de le faire, il y a une question de rejeter le risque en permanence sur la personne d'après. C'est-à-dire que je suis un producteur de béton, je vais avoir tendance à mettre 10% de plus de ciment pour être sûr que si par hasard le béton est mal mis en œuvre par la personne d'après, ça ne va pas me retomber dessus. Donc, en gros, je mets un peu plus de ciment, je suis sûr. Pareil pour l'entreprise de construction. Elle pourrait commander 15 mètres cubes, elle va commander 16 pour être sûr que, par hasard, si la personne d'avant ne lui a pas donné assez de béton, il en aura quand même assez, etc., etc., etc. Et en fait, il n'y a aucun des acteurs qui se font confiance, en fait. Il y a zéro confiance dans la chaîne de valeur. Et donc, pour mettre en œuvre, il faut qu'il y ait une confiance. Il faut que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire pareil pour l'ingénieur civil, il peut prescrire un béton qui pourrait se carbonater et du coup qui a moins de ciment, mais il va se dire oui, mais si par hasard l'entreprise de la construction met ce béton-là au mauvais endroit, ben, je vais plutôt mettre un béton qui a aucun risque de carbonatation, enfin qui est très, très, très durable, partout, pour être sûr que si par hasard il a confondu l'escalier extérieur avec la dalle intérieure, il n'y a pas de problème. Etc., etc. Du coup, c'est plein de... Je pense que les blocages sont beaucoup plus là que d'un point de vue technologique ou normatif. Mais ça ne veut pas dire que c'est des petits blocages. Hein. C'est comment est-ce que et voilà, enfin, j'ai un collègue, de ce que j'ai compris, j'ai un collègue qui s'appelle Daniel Hall, qui travaille beaucoup sur
Ça s'appelle Integrated Project Delivery. Je ne sais pas si en français comment ça se dit, parce que je ne connais que ce que lui il fait en anglais. Mais c'est l'idée de dire, est-ce que quand l'ensemble des acteurs se rassemblent pour délivrer un projet et que ce n'est pas un appel d'offres séparé pour chacun des corps de la construction, à ce moment-là, on peut se permettre de rassembler les risques et de balancer les risques des différents acteurs. Mais du coup, je pense que c'est plutôt une structure de comment est-ce qu'on fait l'appel d'offres, comment est-ce qu'on fait le montage du projet, que vraiment fondamentalement technique. Voilà. Et après, les voitures électriques, oui, j'ai évoqué juste les voitures électriques de façon... voilà, bref, courte. Bref, on peut avoir un grand débat, mais je ne pense pas que c'est la même question. C'est-à-dire, est-ce que les voitures électriques, c'est bien ou c'est pas bien? Les voitures électriques, c'est bien. Je veux dire, c'est à 0 CO2 et puis ça ne fait pas de bruit. Si maintenant, tout le monde met des voitures électriques, bah, c'est pas bien. du coup c'est la même chose que la quantité de matériaux. C'est pas, il y en a un qui est bien et pas bien. C'est se dire combien est-ce que j'utilise et pourquoi j'utilise ça. Et c'est sûr que d'avoir une vision de se dire la ville de demain, c'est une ville qui est 100% électrique avec que des voitures individuelles, c'est ridicule. Par contre, d'avoir des voitures en mobilité partagée, des transports en commun, des choses comme ça, bah, du coup, la mobilité est différente. Et la technologie est la même. Enfin, en fait, donc, voilà, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est plus ça que voilà. Et du coup, le sable, il y avait une question sur le sable. Est-ce que je regarde peut-être... parce que... Il reste encore quelques questions. Il y en a encore plein. Il y a quand même pas mal de questions. Ah non, il y a marqué 12, mais en fait, il y en a moins. D'accord, oui. qui arrive au fond. D'accord. Il y a une question sur le sable, et puis après, il y a encore... mais en même temps, je ne sais pas combien de temps tu as encore, Guillaume, mais c'est vrai que du coup, les étudiants du POCA, je crois que n'ont pas posé de questions. D'accord. Mais ça veut dire que c'est bien, ça a eu de beaucoup de succès à l'école. Mais... Est-ce que... alors, le sable, c'est une question délicate. Je ne sais pas si, en tout cas, avec Alia, on en a déjà discuté très longuement. Je sais pas toi qui as posé la question. Et du coup, ce que je pense n'est pas obligatoirement partagé par tout le monde, ça c'est sûr. Il y a deux... pour moi, il faut distinguer les contextes. Alors, parce que là, pour le moment, j'ai essentiellement parlé du contexte européen, et après, il y a un contexte global. Le contexte européen, c'est un contexte où il y a des normes, et globalement, quand même, les normes sont à peu près respectées. Ce qui veut dire que si je dis « vous n'avez pas le droit d'extraire du sable dans les rivières », ou juste d'extraire une certaine quantité, eh ben, c'est respecté. Il n'y a pas beaucoup de vente de sable illégale. Et alors, quand on est dans un contexte comme ça, il n'y a vraiment aucun problème de sable. Parce que, premièrement, on peut extraire du sable dans les rivières un petit peu. Et puis, il y a surtout que s'il n'y a pas assez de sable dans la rivière, je peux broyer des roches. Et il y a quand même assez de montagnes en Europe pour dire qu'on a assez de cailloux pour produire du sable. En tout cas, le jour où on aura fait disparaître les arbres pour construire nos villes, je pense qu'il y aura d'autres problèmes avant. Donc, en gros, il y a assez de roches. Et les roches, je les concasse, je les broie, ça fait du sable. Du sable concassé, il y a plein de pays qui fonctionnent avec du sable concassé, dans du béton, et pas du sable naturel. C'est sûr qu'il a un peu plus de gravier, il est moins fait, il a des fines, il faut le laver, tout ça, mais ça marche très bien. Alors, vu qu'il faut le laver, donc ça consomme de l'eau, pareil, si je suis dans un contexte européen, mon cycle de l'eau dans une centrale à sable, il va être circulaire. C'est-à-dire que je vais laver avec de l'eau, je vais avoir un filtre à bout, je vais avoir les fines du lavage, et puis je vais récupérer l'eau. Donc, je ne vais pas avoir de problèmes environnementaux majeurs à concasser du sable. Ça consomme un peu d'électricité. L'électricité, ça ne consomme pas de CO2. Par contre, ça coûte un peu plus cher, mais le coût de la construction, ce n'est pas le coût du sable. Enfin, quand on prend le coût du projet de construction, le sable
le prix du sable représente, je ne sais pas, 0,1%. On dit le prix du ciment, c'est 1%. Alors, le prix du sable, ça va être 0,1% du coût du projet. Donc, en gros, c'est hyper facile d'absorber une augmentation d'un prix du sable. Si je passe du sable de rivière à sable concassé. Donc, voilà, d'un point de vue technique, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune, il y a pas de, voilà, il y a pas de rareté de sable, quoi. Par contre, si je suis dans un environnement où j'ai des normes environnementales qui sont moins facilement implémentables, respectables, si j'ai une économie informelle plus importante, à ce moment-là, j'ai un problème. C'est parce que je vais commencer à dire il faut passer au sable concassé. Le sable concassé coûte plus cher et je vais avoir des producteurs informels qui vont me donner mon sable de rivière qui forcément coûte moins cher parce que je n'ai rien dû faire à part l'extraire. Et à ce moment-là, je vais détruire les écosystèmes parce que je n'aurai pas de régulation sur l'extraction du sable. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne vois effectivement, il y a un problème sur l'extraction du sable, mais je ne pense pas que ça soit fondamentalement la raison de dire il ne faut pas construire en béton. C'est une question de dire comment est-ce que je fais des réglementations. Alors, moi, c'est parce que je vois la question technologique. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui disent justement que c'est parce qu'il y a une pression gigantesque de la construction en béton qu'on n'arrive pas à mettre en place les réglementations et que du coup, il faut enlever le béton pour pouvoir implémenter ces réglementations. Mais voilà, bref, je pense que voilà, en tout cas, en Europe, je ne pense pas que ce soit la discussion. Effectivement, dans le monde, il y a une discussion. Et quelle est la meilleure façon de la gérer? Ça, je ne sais pas. Et voilà. Alors, il y avait... je ne sais pas, j'ai dû en oublier. Et marqué sur le béton bas carbone avec les laitiers, parce qu'il y a dit que j'ai parlé de béton bas carbone et que du coup c'est avec des déchets de laitiers. C'est vrai que du coup globalement c'est ça, c'est-à-dire que le ciment normalement pour le produire il faut brûler du calcaire et que le calcaire du coup en le brûlant ça émet du CO2. Donc ça, c'est le ciment classique comme on a fait depuis 150 ans. Je peux essayer de faire du même ciment avec moins, en brûlant moins, en gros, et en utilisant souvent, j'utilise des déchets d'autres industries. Typiquement, le laitier, c'est des aciers de hauts fourneaux. Il y a des déchets qui ont des propriétés très proches du ciment. Donc, c'est sûr que je peux les utiliser. On peut utiliser d'autres choses. Alors, il y a plein d'autres additions minérales possibles. Si on parle de masse et qu'on cherche en termes de ressources accessibles, la plus simple, ou en tout cas celle que je fais de la promotion pour la Suisse, mais celle qui a été développée par l'EPFL et Karen Scrivener, mais qui est maintenant vraiment à l'échelle industrielle et implémentée. Alors, essentiellement en Amérique latine, de façon étonnante, c'est un projet qui a été fait avec la Suisse et Cuba, qui ont du coup développé ce ciment. Et maintenant, en Amérique latine, d'un point de vue industriel, et aussi en Inde, c'est des ciments où on utilise des argiles calcinées. Donc, en gros, il y a 50% pour faire hyper simple dans la chimie, il y a 50% du ciment qui est le ciment normal. Donc, en gros, c'est du calcaire et des argiles brûlées. Et le 50% d'autre, c'est du calcaire et des argiles pas brûlées. C'est-à-dire, c'est du calcaire plus pur et des argiles qu'on a un petit peu calcinées, donc qu'on a chauffé à 600 degrés. Le chauffage, donc le fuel, effectivement, génère du CO2 si c'est du fuel fossile, mais la décalcination des argiles ne rejette que de l'eau. Donc, en gros, la matière en elle-même n'a pas rejeté de CO2 parce que je n'ai pas décarbonaté mon calcaire. Et du coup, là, j'ai en gros, donc ce n'est pas 50% moins d'émissions, mais j'ai 30% en moins, en gros. Et je peux... Bref, voilà. Et du coup, ça, c'est des alternatives. Donc, ça s'appelle du ciment avec des argiles calcinées et du calcaire. C'est des alternatives intéressantes parce que c'est les mêmes ressources que ce qu'il y a sur une cimenterie. Du coup, j'ai une cimenterie qui, normalement, est assise sur une énorme carrière de calcaire parce que c'est de production et une carrière d'argile.
Et en fait, c'est juste de dire, du coup, vous prenez les mêmes matériaux, mais vous ne les brûlez pas. Donc, en termes de ressources et d'accessibilité, il y a un potentiel gigantesque. Et en termes de technique et de processing et tout ça. Et donc, ça reste au sein de la cimenterie. Donc, ça, c'est les travaux que les gens de l'EPFL ont fait. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question importante? Je pense que c'était la dernière, là, je pense que c'était la dernière, parce Merci. qu'après, il y a une question pour savoir comment on pouvait te suivre. Il y a un étudiant qui voudrait savoir comment on peut suivre les travaux que vous faites actuellement à la chaire. Vous pouvez venir au CRS. Mais Internet, j'aurais tendance à dire. Après, ce que nous, on fait là, c'est ce que je vous présente, c'est ce que moi, je pense. Ce que nous, on fait comme travaux, c'est surtout en termes dans le détail, en fait, c'est le calcul des impacts environnementaux. Donc, c'est comment est-ce qu'on quantifie justement l'intérêt de la paille ou des choses comme ça, plus que le développement vraiment des matériaux. Et l'autre recherche, c'est justement sur ce béton de terre. Je veux dire, c'est en fait, après, les vrais travaux de recherche qu'on fait, c'est ces deux petits bouts, en fait. Voilà. Mais ça, vous pouvez on a un site web et on essaie de mettre à jour globalement ce qu'on fait. Et par exemple, toutes les recherches des doctorants de la chaire, les articles qu'ils publient, ils sont accessibles pour les étudiants, pour n'importe qui, ou alors il faut s'y parer? C'est toujours un grand débat. Les articles scientifiques parfois sont vraiment open access dans les revues scientifiques. En gros, quand les projets sont financés par les fonds du fonds de recherche suisse, et quand ils ne sont pas financés par ça, qu'il faut les payer, ils ne sont pas obligatoirement en open access. Mais dans ces cas-là, ils sont accessibles enfin, nous, en tout cas, on utilise beaucoup ResearchGate, qui est et du coup, si vous envoyez un message, normalement, soit à moi, soit à n'importe qui des doctorants, ils devraient partager leur article. Du coup, en un pour un, quoi, quelque part. Ah non, bon. Merci. Jean-François, tu voulais peut-être dire quelque chose parce que là, du coup, on a pratiquement terminé toutes les questions que tu as eues. Je crois. Oui, vous avez votre vidéo éteinte. Ah, c'est bon, super. Oui. Non, écoute, moi je pense que beaucoup de choses ont été dites qui sont dans l'acte de ce qu'on fait à POCA aussi. J'allais dire, les étudiants peuvent aller à Zurich, mais avant d'aller à Zurich, ils peuvent commencer par venir se fortifier à Marne-la-Vallée avec toi et avec nous en général sur des sujets bas carbone. Merci à Guillaume parce que son point de vue est vraiment très, très intéressant et à la fois la présentation est à la fois très pessimiste par comment dire en évidence comment dire ce dont on est nombreux à être convaincus malgré tout, mais c'est toujours un peu terrible de revoir la petite surface avec le hothouse earth là et en se disant il reste pas beaucoup de temps pour y aller, et en même temps très optimiste avec des solutions pragmatiques et pas très complexes à réaliser. Donc ça c'est vraiment très bien. Peut-être, juste pour rebondir, parce que je pense qu'effectivement, peut-être je ne l'ai pas dit assez, mais en tout cas, je pense qu'il y a justement dans ces, alors c'est post-carbone à fond, mais dans ces matériaux, que ce soit les matériaux d'excavation ou les matériaux biosourcés, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, peut-être que j'aurais dû accentuer un peu plus, mais ce qu'on fait dans notre CS, qu'on appelle Regenerative Materials, je pense que c'est vraiment pour ça, c'est de se dire qu'il y a des matériaux qui améliorent la situation et qu'on est
plutôt, et que je trouve ça tellement plus agréable si on pense à l'environnement construit en se disant comment je construis de manière à améliorer la situation plutôt que comment je construis de manière à faire le moins mal possible. Euh, parce que oui, là, on est toujours à dire oui, la construction, c'est 40% du CO2, c'est grave, il faut essayer d'être plus efficace. Et on est toujours dans une logique d'essayer de minimiser les impacts, voire d'attendre la nouvelle technologie que Elon Musk va découvrir, qui arrivera pas, ou qui arrivera beaucoup trop tard. Et je pense que la logique, justement, en tout cas, moi, ce que je vois dans la formation post-carbone, c'est justement de se dire, arrêtons, on pense à après, et comment est-ce qu'on fait un monde après qui est agréable. Et en fait, et je trouve ça, voilà, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant de cette logique-là que d'essayer de minimiser l'empreinte, quoi, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la minimiser, hein, mais... Et je pense que cet enthousiasme, il est très communicatif et il devrait être partagé par beaucoup d'architectes et beaucoup d'étudiants en architecture, parce que en même temps que se réinventent ces nouvelles façons de construire, c'est aussi des nouveaux usages, des nouveaux modes d'habiter, des nouvelles expressions plastiques. Enfin voilà, il y a tout à faire. On est au début de la révolution, alors c'est pas la révolution industrielle, c'est la révolution post-industrielle, ou je sais pas comment on l'appelle, mais on est dans un moment historique très très intéressant, quoi. Donc, avec des enjeux très clairs, donc faut y aller. C'est tout. C'est facile. Tout est dit, non? Bon, merci. Il n'y a aucun étudiant du POCA qui avait des questions? Il y avait des gens dans la liste, en fait. Ah d'accord, super, super. Je n'avais pas vu j'avais pas dû reconnaître les noms parce qu'il y en a qui ont des pseudos. Peut-être juste ou aussi pour avec en tout cas pour les étudiants du POCA, que vous pouvez trouver mon adresse aussi sur Internet facilement, mais que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à me poser des questions par mail. Je réponds j'essaye de répondre le plus possible. On pourra peut-être voir avec eux si on peut en regrouper quelques-unes. On pourra peut-être en discuter et voir si on peut en regrouper quelques-unes pour t'envoyer peut-être quelques questions groupées. On peut en parler vendredi, peut-être, puisque... Voilà. On peut en parler vendredi. Vendredi, il y a une correction. On peut peut-être en parler vendredi, alors. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, j'espère que dans un avenir proche, on pourrait visiter, voilà, pour de vrai Avec plaisir. L'école. Okay. Bonne journée à vous. Oui, pareillement. Merci beaucoup. Au revoir. Et aux étudiants qui sont venus nombreux. Oui, merci beaucoup. Et pour les questions, pour les questions nombreuses. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée. Merci. Salut. Au revoir.